Une inondation brutale surprend 7 spéléologues français à 100 mètres sous terre. L'eau monte inexorablement, poussant ces zones toujours plus près du plafond de la grotte. Et il n'y a aucune issue possible. Dans le sud de la France, une terrible tempête va transformer une sortie de week-end spéléo en une terrible lutte entre la vie et la mort. 7 hommes rampent vers leur radeau de survie et observent impuissants la montée des eaux qui les poussent toujours plus haut. La poche d'air qui les maintient en vie ne cesse de rétrécir. Si l'eau continue de monter, elle les écrasera contre le haut de la grotte et ils périront tous noyés. C'est la première fois que Nicolas Violent participe à une expédition de spéléo de plusieurs jours et son baptême va être terrible. J'avais 19 ans à l'époque, pourquoi au début de ma vie, je vais mourir là? Nicolas est le plus jeune membre de l'équipe. Avec 6 autres spéléologues plus aguerris, il prépare cette expédition depuis plusieurs mois. Tous viennent d'une petite ville des environs, Gramma. Ensemble, ils partagent une passion commune, l'exploration des entrailles de la Terre. Le gouffre de Vitarelle est situé juste derrière chez eux. Il s'étend sur 14 km sous les champs et les bois qui entourent Gramma. C'est un gigantesque système de grottes souterraines dont certaines atteignent des hauteurs de plus de 40 mètres. Une rivière souterraine coule au fond de ce système qui ne possède qu'une entrée. C'est par là que Nicolas et ses compagnons sont descendus dans le gouffre de Vitarelle. Le point d'entrée est un puits étroit de 40 mètres de profondeur qui descend jusqu'à la rivière souterraine. Au début de l'expédition, l'eau de la rivière leur arrive à la cheville dans la plupart des endroits. Mais dans certaines zones, ils ont besoin de canaux pneumatiques pour traverser des eaux plus profondes. Notre mission plus particulièrement, c'était de continuer le réseau, continuer à explorer plus profondément. Les parties qu'on ne connaissait pas et qui n'étaient pas explorées depuis une bonne quinzaine d'années, voire une vingtaine d'années. Au deuxième jour de l'expédition, une vague de violents orages frappe la région. Il tombe 62 mm de pluie en moins de 12 heures. Le niveau de la rivière souterraine monte rapidement, inonde les grottes et bloque la seule issue possible. Nicolas et ses compagnons sont pris au piège depuis déjà presque une journée. Ils sont blottis les uns contre les autres à 1,50 m du plafond de la grotte. Il n'y avait plus de son, il n'y avait plus de bruit. C'était un lac silencieux qui montait petit à petit. Nicolas essaie de remonter le moral de ses amis. Il leur promet de leur acheter une voiture à chacun s'ils s'en sortent vivants. Mais malgré ses efforts, le cœur n'y est pas. On devait croiser un autre groupe de spéléologues qui devait nous rejoindre un petit peu dans la galerie en fin de matinée. Quand on a vu donc, que l'eau avait monté énormément, on s'est bien dit que le groupe, tôt ou tard, allait donner l'alarme.
À 300 km de là, dans un autre système de grottes, Bernard Tourte dirige un exercice de sauvetage. Avec près de 20 ans d'expérience à son actif, Bernard est un spéléologue de renommée mondiale. C'est à lui qu'on va faire appel pour diriger la plus grande tentative de sauvetage spéléo jamais effectuée en France. Alors, on reçoit un nouvel appel nous annonçant qu'il y aurait aussi un groupe de 7 personnes de bloqués dans le gouffre des Vitarelles. On apprend l'ampleur de la cavité avec tout le risque d'ennoiement des réseaux lorsqu'il y a d'énormes crues. Le débit dans la rivière est extrêmement important. C'est vraiment le point qu'on prend le plus au sérieux. On a peut-être une situation dramatique avec nos 7 rescapés qui sont peut-être dans une situation très très grave. Pour ces hommes pris au piège, blottis dans leur canot de sauvetage, les heures passent lentement et douloureusement. Glacés jusqu'aux os, ils trempent dans une eau dont la température fait à peine 8 à 10 degrés. On se sent lâché, abandonné. On se demande pourquoi ça nous arrive à nous. La seule chose qui les maintient en vie est une poche d'air pressurisée entre l'eau et le plafond de la grotte. Les 7 hommes sont conscients de la précarité de leur situation. Toute modification de la pression à l'intérieur de la grotte pourrait faire monter l'eau brutalement. Personnellement, je me posais la question, est-ce qu'on aurait assez d'air finalement pour respirer ? C'était soit on s'en sort, soit on se laisse mourir. Voilà, on en finit là. Ils doivent utiliser leurs lampes avec parcimonie. Ces lampes à gaz consomment en effet un oxygène plus que jamais précieux. À chaque inspiration, les 7 hommes dépensent un peu du précieux oxygène retenu dans la poche d'air. Et à chaque expiration, ils la remplissent d'une quantité de plus en plus grande de dioxyde de carbone qui, à forte dose, peut être mortel. Le dioxyde de carbone accélère la respiration et le rythme cardiaque, et il acidifie les liquides présents dans les tissus corporels. Un taux très élevé de CO2 peut provoquer une paralysie respiratoire, des convulsions, un coma, et dans certains cas, il peut même être mortel. Le technicien informatique Philippe Verge est l'expert technique de l'équipe. Il utilise un altimètre pour vérifier la pression de l'air dans la poche. Il sait que tant que la pression reste stable, l'eau ne risque pas de monter ou de baisser subitement. Philippe note que pour le moment, la pression est stable et élevée. Mais tout changement à un autre endroit de la rivière peut noyer leur refuge en quelques secondes. À Gramma, la famille et les amis des spéléologues craignent que les pluies torrentielles n'aient transformé le gouffre de Vitarelles en un piège mortel. Les sauveteurs installent leur QG sur une base militaire située juste au-dessus du système de grottes. Des groupes de secouristes venant de tout le pays convergent vers la petite ville. Mais le puits d'entrée étant inondé, ils ne peuvent accéder aux grottes.
Pipa Riviera est l'un des secouristes clés de l'équipe. D'après moi, ils sont coincés entre là et là. Et tu leur as parlé il y a 2 mois. Guy est depuis longtemps conseiller de l'organisation de sauvetage Spéléo Secours français. Il a grandi dans cette région et c'est ici qu'enfant, il a commencé la spéléologie. Ce sont les seuls éléments que nous avons. En fait, beaucoup d'eau qui arrive, des explorateurs sous terre, ils ont de la nourriture, ils sont là, ils ont prévu de rester 3 jours sous terre. Et nous, on doit intervenir, mais on ne sait pas quand on peut intervenir, car le puits est envahi par l'eau. Nicolas Violent et ses compagnons sont coincés sous terre depuis près de 24 heures. Jusque-là, la pression de l'air reste stable. Mais ils vont bientôt connaître le choc de leur vie. Plus haut, dans une autre partie du système de grotte, un bouchon formé de pierre a cédé sous la force de l'eau. La levée de ce barrage crée un dangereux et subit trou d'air et une brusque montée d'eau. Au moment où l'eau descend, elle descend vite, plus vite qu'elle n'est montée. On a la cage thoracique qui est prise, qui tremble, on a les oreilles qui se bouchent. On a vraiment l'impression d'être coincé dans une bouteille et d'être secoué dans tous les sens. Quand le niveau de l'eau redescend, les hommes se hissent sur une corniche, avant ça immergés. On craignait tout d'abord qu'il y ait une espèce de vague de crue qui nous emporte et qu'on soit noyé dans les siphons qui se trouvaient en aval. Hein. Le brusque écoulement d'eau perturbe la pression de l'air de la galerie et provoque un phénomène étrange. Pendant une dizaine de minutes, des vagues assourdissantes frappent les parois de la grotte. Un bruit absolument infernal de chaque côté. On était vraiment au milieu des éléments en furie. Le caractère imprévisible de cette rivière souterraine représente un véritable défi pour les équipes de sauveteurs. Pour arriver à la dompter, ils prennent conseil auprès d'un des plus grands spécialistes en spéléologie, Bernard Tourte. Parce que la cavité, c'est une rivière en fait qui descend. Donc il y a le point qu'on appelle l'amont, le point le plus haut. Et cette rivière, elle descend vers l'aval. Il se rend à Gramma avec un kayak spécialement adapté à ce type de sauvetage. Le niveau de l'eau a baissé et les spéléologues rizopièges ont établi un camp sur une corniche large de 3 mètres. Mais l'épisode des vagues les a traumatisés. Il fallait s'organiser, il fallait faire quelque chose. On s'est dit que la survie commençait à ce moment-là. Dans nos têtes, on s'était dit qu'on se donnait dans les 3 jours. 3 jours d'attente avant d'espérer pouvoir ressortir de nous-mêmes. On a de la soupe déshydratée. Ils rationnent ce qu'il leur reste de nourriture, quelques paquets de soupe, des barres de céréales, des gâteaux de riz et quelques caramels. Du poulet au curry. On a commencé à faire un peu le compte déjà de le total de ce qu'on avait comme vivre, de ce qu'on avait comme lumière, de ce qu'on avait comme eau. On avait une stalactite, donc avec de l'eau qui coulait en goutte à goutte, qu'on prenait, qu'on purifiait avec des cachets en hydroclonazone.
Bernard Tourte vient d'arriver au gouffre de Vitarel. Les eaux d'inondation ayant baissé, il peut tenter d'entrer dans le système de grotte avec Guy Bariviera, l'expert local. Une fois que je suis arrivé sur place, qu'on a pu discuter un petit peu du stade de l'opération, il a été très rapidement pris la décision de faire une équipe qui serait constituée de Guy Bariviera et moi-même. Cette opération de secours est la plus importante que Bernard ait eu à mener de toute sa carrière. Pour retrouver les 7 hommes, Guy et lui vont devoir naviguer dans un dédale dangereux de galeries depuis longtemps inexplorées. Ils savent que le groupe avait prévu d'atteindre l'un des points les plus élevés du système. S'ils sont arrivés là, ils sont peut-être encore en vie. Donc l'eau est bien montée de 30 mètres sur la partie basse, mais ça ne veut pas dire que ça a complètement ennoyé la cavité jusqu'à son point le plus extrême. Donc dans cette partie-là, s'ils se situaient là au moment de la montée des eaux, on a tous les espoirs de les retrouver en parfaite santé. Bernard et Guy préparent leur expédition souterraine avec une rigueur toute militaire, emportant avec eux les équipements les plus sophistiqués. Parmi ceux-ci, le kayak pneumatique spécialement adapté prévu pour accueillir 2 personnes. Guy, qui est déjà descendu dans ces grottes quand il était scout, explique à Bernard que le courant est très dangereux. L'objectif de cette mission, donc d'aller le plus loin possible, d'essayer d'atteindre les rescapés, en se disant de toute façon, eux, voyant la montée des eaux, etc., se seront repliés dans un point haut de la cavité. Donc à tous les deux, nous sommes partis sur ce bateau pour remonter le courant avec pas mal de matériel, il faut l'avouer. Quand ils descendent dans les grottes, Bernard et Guy découvrent que la rivière souterraine bouillonne encore à certains endroits, tandis qu'à d'autres, elle atteint le plafond des grottes. Progresser dans ce relief accidenté est à la fois épuisant et dangereux. On a quand même un espace suffisant entre l'eau et le plafond pour progresser, mais c'est extrêmement difficile parce que l'eau a un courant très violent. Après avoir lutté contre le courant durant 5 heures, ils arrivent enfin à proximité d'une grotte appelée salle du cône. C'est là, dans les galeries les plus élevées, qu'ils espèrent retrouver les 7 hommes. Le seul moyen d'atteindre ces galeries est d'escalader les parois de la grotte. Donc la salle du cône, il faut bien imaginer une salle en pointe, comme ça. Donc nous, on arrive par une galerie qui se situe à ce niveau, et puis on va gravir toute la montée vers le sommet de la salle. Cet obstacle, c'est une escalade d'une 15aine de mètres pour atteindre une galerie supérieure. Cette ascension épuisante leur prendra encore 5 heures. Les 2 hommes grimpent en portant leur lourd équipement et le kayak de Bernard. Mais quand ils arrivent enfin à la galerie supérieure, ils découvrent qu'elle est mouillée mais vide. À l'exception d'un signe inquiétant qui laisse à penser que quelqu'un ou quelque chose est passé par là. Et lorsque nous sommes arrivés à la salle du cône, tout à fait en haut, qui est le point le plus haut dans le réseau, je me suis rendu compte qu'il y avait des petits bouts de plastique qui étaient collés au plafond. Et là, c'était un sentiment douloureux, difficile, parce que on savait que tout le réseau avait été, a priori, rempli d'eau. Et c'était quand même assez dramatique. Guy et Bernard savent que si les 7 hommes avaient encore été là au moment de l'inondation, ils auraient péri noyés.
S'ils sont encore en vie, ils doivent se trouver à un point encore plus élevé du système de grotte. La grotte la plus importante après la salle du cône est nommée salle de la clé de voûte. Elle est située 2 km en amont. Guy et Bernard veulent continuer, mais cela se révèle trop dangereux. Les sections plus basses, situées devant eux, sont totalement inondées. Ils sont donc obligés de faire demi-tour et retournent au QG des secouristes pour établir un nouveau plan. De leur côté, Nicolas et ses compagnons ne peuvent rien faire d'autre qu'attendre. Ayant perdu tout repère temporel et privés de la lumière du jour, ils s'endorment et se réveillent brusquement. Certains dorment, d'autres discutent, mais tous sont à l'affût de tout changement dans le niveau de l'eau. Donc au fur et à mesure, la survie a commencé à s'installer. On s'est dit que manger toutes les 12 heures serait une bonne idée, d'essayer de garder des forces au maximum. On avait un réchaud qui nous permettait de faire chauffer de l'eau et de boire chaud, donc en plus de nous hydrater, de nous réchauffer. Et on avait encore un petit peu de carbure, éventuellement, donc de gaz acétylène pour nous éclairer pour la sortie. La question de la nourriture commence à les obséder. À partir du moment où on est posé, qu'on a vraiment commencé la survie, la première chose qui vient, c'est la faim. Ils partagent les souvenirs de sortie dans des grands restaurants et décrivent leurs plats préférés. On pense qu'à ça, de manger, et il faut faire très attention à gérer nos repas. Nos repas, je me souviens d'un repas où on avait une cuillerée de riz au curry, 15 centilitres de thé chaud, ce qui vous permet de réchauffer un petit peu, un quartier de mandarine et un marron pourri. Ça, c'était un repas. Quand Bernard Tourte et Guy Bariviera refont surface, ils adoptent une nouvelle stratégie en vue d'accélérer les recherches. Ils expliquent à l'équipe de secouristes que la progression sous terre étant difficile et dangereuse, il faut trouver un moyen plus rapide d'accéder aux grottes. Ils décident de mettre en place un dispositif plus lourd. Des topographes vont tenter de localiser les grottes que les secouristes n'ont pu atteindre par voie souterraine. Des équipes de forage creuseront ensuite la terre pour créer un accès direct aux grottes souterraines. Ces trous de forage fourniront de nouveaux points d'entrée et de sortie le long du système souterrain, permettant aux secouristes de prendre des raccourcis et, avec un peu de chance, de les amener de façon plus sûre et plus rapide à portée des 7 hommes pris au piège. Mais déterminer l'emplacement des points de forage n'est pas une tâche aisée. Une erreur de 30 cm peut suffire à les faire passer à côté de tout le système de grotte. Sur cette opération, il nous fallait 2 types de machines. Il nous fallait des foreuses qui soient capables de forer très profond pour essayer de localiser la rivière. Et ensuite, on avait aussi besoin de machines qu'elles puissent nous faire des forages de diamètre important pour pouvoir permettre le passage des hommes. Les équipes de forage martèlent la pierre jour et nuit. Dans le même temps, une équipe de secouristes tente à nouveau de passer par la voie souterraine en entrant par le puits, seul accès naturel du système de grotte.
Ils remontent la rivière pour tenter d'atteindre la zone où ils pensent que les hommes sont bloqués. Les 7 spéléologues sont là depuis près d'une semaine et leur situation n'est pas loin d'être désespérée. Ils arrivent au bout de leurs provisions. Mais il y a pire encore. L'eau recommence à monter. J'espère qu'ils savourent, mais... Tu imagines ta mère en ce moment? Elle remonte. Là, la peur commence à revenir. On va voir vite le niveau de l'eau. On sent que le niveau de l'eau continue à monter. Il y a de plus en plus de pression, plus en plus de courant. Et là, notre plus grosse peur, et on le sent, on le sent tout de suite, tout le monde se fixe sur le plafond et tout le monde se dit jamais, jamais on ne retournera là-haut. C'était tellement horrible, tellement dur physiquement qu'on ne survivrait pas à une deuxième crue. Les sauveteurs travaillent jour et nuit, mais la météo n'est pas de leur côté. Pour la deuxième fois en une semaine, des pluies torrentielles s'abattent sur le sud de la France. L'eau envahit l'entrée du système, bouchant tous ses accès. L'équipe de secouristes qui avait pris la voie souterraine est elle aussi bloquée par la montée des eaux. À la surface, Bernard Tourte doit trouver un moyen de les prévenir rapidement. Il gribouille un message sur un bloc-notes, l'attache à une lampe tempête et à un téléphone et fait descendre le tout par un petit trou de forage. Il doit à tout prix attirer l'attention de ces hommes pour les prévenir des dangers que leur font encourir la nouvelle inondation. Il y avait un téléphone, il y avait la lampe, il y avait ce message. Et donc l'objectif de ce dispositif, c'était uniquement de stopper leur progression à cet endroit-là pour ne pas qu'ils s'engagent dans la deuxième partie de rivière entre la salle du cône et l'entrée des Vitarelles. Parce que là aussi, l'eau était montée et ils auraient pu se faire piéger. Au début, Bernard ne reçoit aucune réponse. Au bout de 3 heures, il finit par recevoir un signe de vie des secouristes. Bernard leur dit de rester où ils sont tant que les eaux d'inondation ne sont pas redescendues. On vous envoie des vivres. Ok. Compris. Pour que les secouristes puissent intervenir, il faut que le niveau de l'eau baisse et que les équipes de forage élargissent suffisamment le trou pour qu'un corps puisse y passer. Mais au moins, l'équipe qui est descendue est en vie. Vérifiez votre matériel. Pendant ce temps-là, à un autre endroit du système de grotte, Nicolas Violent et ses 6 compagnons ont brûlé presque tout le combustible de leur lampe frontale. Même si le niveau de l'eau venait à baisser, ils n'auraient pas assez de lumière ni de force pour sortir seuls des grottes. Un vent de déprime s'abat sur les 7 hommes. En espérant très fort que l'eau n'allait pas monter à ce niveau-là. Pour moi, si c'était le cas, je me serais peut-être laissé couler. C'était vraiment à un point tel où on avait envie de tout abandonner, de tout lâcher. Les équipes de forage poursuivent leurs efforts pour percer la roche et élargir le trou existant. Enfin, la foreuse géante parvient à forcer le passage. Donc ça, c'était vraiment
capital pour nous, ce forage. Donc c'est clair qu'une fois qu'il a abouti, c'était pour nous déjà une énorme épine qu'on s'est levé du pied, puisque c'est comme si on a levé tout un morceau du réseau. Mais la mission de sauvetage est loin d'être finie. Même s'ils ont réussi à créer un raccourci pour atteindre le système de grotte, ils ignorent toujours où se trouvent exactement les 7 disparus et s'ils sont encore en vie. Nicolas et ses camarades supportent de plus en plus mal l'attente. Ils doivent maintenant lutter contre les 2 dangers majeurs qui les guettent, la déshydratation et l'hypothermie. Mais ils ont un autre sujet d'inquiétude. Leur stock de pastilles purifiantes pour l'eau est presque épuisé. J'étais pas fâché contre quelqu'un ou contre... Non, j'étais déprimé, du genre abandonné par la vie, quoi, tout simplement. La gigantesque opération de sauvetage est maintenant suivie par la presse internationale et les médias arrivent en masse dans cette région d'habitude si tranquille. Bernard Tourte et son équipe ont un nouveau défi à relever, empêcher les fausses rumeurs de se répandre. Ça faisait près de 200-300 personnes qui venaient de tous les pays. Et on avait un mal incroyable à contrôler tout ça. Tellement de mal qu'on s'est rendu compte qu'il y en avait qui étaient venus se brancher sur nos lignes téléphoniques pour être à l'écoute des communications qu'on pouvait avoir. On avait des microphones qui avaient été installés dans nos différents postes de commandement avancés. On avait des gens qui écoutaient avec des micros à longue distance les conversations qu'on pouvait avoir d'un côté ou de l'autre. On me dit que les lignes téléphoniques ne sont pas sécurisées. Bernard rassemble son équipe et lui indique la position à tenir face à ce déferlement de médias. Désormais, quand ils se téléphoneront, ils utiliseront des messages codés. Ces codes, c'est bien clair, c'était pour pas que les médias puissent comprendre la teneur de nos propos et que nous, on ait le temps au niveau organisationnel de prévenir les familles. Si les sauveteurs trouvent les hommes vivants, ils doivent appeler en disant « Envoyez-nous des vivres ». S'ils les retrouvent morts, ils doivent dire « Envoyez-nous du carburant ». Alors que l'équipe de forage vise la grande galerie de la salle de la clé de voûte, elle est ralentie dans son travail par des roches calcifiées. Ce genre de roche contient beaucoup de craquelures et de fissures qui peuvent tordre ou même briser la tête de forage. Et à l'aide d'une petite caméra, on a descendu cette caméra dans chacun des forages et on a regardé s'il y avait des départs de galeries. En même temps, sur chacun de ces forages, on a mesuré la force du courant d'air. Parce que s'il y a beaucoup de courant d'air, ça veut dire qu'il y a une connexion directe avec le réseau. La foreuse a déjà percé la roche sur une profondeur de 28 mètres. Soudain, elle tombe sur une grande poche d'air. Donc, d'un avis unanime, on a immédiatement décidé de l'agrandir. Bernard et Guy espèrent que les hommes sont coincés ici, quelque part dans l'une des galeries de la salle de la clé de voûte. Mais la caméra n'enregistre aucune trace des disparus. On a toujours l'impression d'entendre des bruits bizarres, des bruits étranges, avec surtout quand on a une rivière, quand on est dans une rivière, avec le clapotis de l'eau. Wow. Nicolas a l'impression d'avoir entendu une voix. Un de ses camarades aussi croit avoir entendu quelque chose. Au milieu des bruits d'eau et des sensations de voix qu'on entend en permanence, j'ai cru entendre quelque chose d'un peu plus fort, un bruit un petit peu plus sourd. Tous se demandent si ce ne sont pas les secours qui arrivent.
Mais pour chaque moment d'espoir vient ensuite le désespoir quand ils comprennent que ce n'est qu'une illusion. Quelque chose les bloque. Ouais. On s'est dit, est-ce que c'est une hallucination, 2 personnes en même temps? Ça serait bizarre. Est-ce qu'il y a effectivement quelqu'un qui cherche à prendre contact avec nous? Est-ce qu'il y a des secours? On a essayé de regarder à droite à gauche, on n'a vu personne, on a entendu personne d'autre. Tous les 7, on pense énormément à nos familles, on sait qu'elles doivent être vraiment mortes d'inquiétude. On espère que passer plusieurs jours comme ça, elles ont encore de l'espoir, qu'elles se disent que tant qu'on n'a pas retrouvé un corps, c'est qu'ils sont encore en vie. Les rescapés se connaissaient tous, mais les familles se connaissaient pour la majorité d'entre elles. Et pendant tout le sauvetage, durant toute la durée, elles ont à tous les moments essayé de nous aider, essayé de nous soutenir. Les équipes de foreurs, toutes nos équipes de sauveteurs qui travaillaient en surface, travaillaient 24 heures sur 24. Donc, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente, elles étaient là sur le terrain. Et c'est vrai que le soutien des familles était super important et était vraiment très bénéfique et chaleureux pour tous ces sauveteurs qui étaient dans ces conditions extrêmes dehors au froid, parce qu'elles leur faisaient le petit café, elles leur amenaient un petit peu de nourriture. Enfin, elles essayaient vraiment d'apporter leur soutien à tous les niveaux de la pyramide, et certainement pas dans les endroits les plus confortables, dans les endroits où les difficultés étaient les plus rudes. Les secouristes sont encouragés par le large trou qu'ils ont réussi à creuser au-dessus de la salle de la clé de voûte. Ils savent que si les disparus sont encore en vie, c'est là qu'ils ont le plus de chances de les trouver. Guy Bariviera s'apprête à descendre une nouvelle fois dans le réseau de grottes. Guy est rentré sur cette opération, je crois, 5 ou 6 fois sous terre, pour des longues durées, avec des missions complexes, engagées. Donc tout ça, à un moment, on le capitalise, mais la fatigue, ça risque d'engendrer un nouvel accident. Donc je dirais, pour moi, il était une personne, ressource capitale, qu'il fallait envoyer sur les actions vraiment où sa présence allait être indispensable. Car il y avait 2 itinéraires possibles. Une escalade à réaliser et une galerie qui démarrait assez importante sur un côté. Guy détache sa corde et va être rejoint par un autre secouriste. S'il arrive à trouver un passage le menant jusqu'à la rivière, il espère réussir à retrouver les 7 hommes. S'ils sont encore vivants, ils ne doivent pas être bien loin. Nous sommes partis dans cette galerie avec l'espoir de trouver nos rescapés. Nous avons parcouru 300 mètres de découverte. C'était la première fois que quelqu'un fouillait le sol. Et nous n'avons pas réussi malheureusement à trouver un lien direct avec la rivière. Aucun bruit, pas de signe de courant d'air. C'était assez décevant. Guy explore d'autres parties du système de grottes, mais sans succès. Il n'a pas non plus trouvé la rivière. Après de nombreux efforts, après une escalade, après des désobstructions, on a passé une trémie de quelques mètres qui obturait complètement la galerie. Et lorsque je suis sorti de la trémie, un bruit énorme, c'était la rivière, le bruit de la rivière, le vrombissement de l'eau dans la galerie, la résonance de cette eau. Et puis en même temps, il y avait le courant d'air qui me chatouillait les narines.
La découverte de la rivière souterraine représente une énorme avancée. Guy pense que les disparus doivent être maintenant à portée de voix. Ils ne nous avaient pas entendus, ils n'avaient donné aucun signe de vie, mais à partir de cet emplacement, on pouvait imaginer que les recherches allaient s'accélérer. Ils font tomber des rochers dans la grotte en contrebas, espérant que le bruit fera réagir les spéléologues disparus. Mais ils ne reçoivent pas de réponse. Donc après avoir projeté ce caillou dans la rivière, nous étions là quand même sous terre à rechercher un accès depuis plusieurs heures. Demeuré sans aucune réponse, Guy fait son rapport à l'équipe de secours restée en surface. Il explique que bien qu'il ait repéré la rivière et réussi à dégager un passage pour l'atteindre, il n'a trouvé aucune trace des disparus et qu'il est maintenant dans un cul-de-sac. Le lien était fait avec le réseau, il n'était pas juste en bas, donc il fallait déployer de nouvelles équipes pour rechercher où est-ce qu'il se trouvait. Après plus d'une semaine de travail et 5 descentes souterraines, Guy est à bout de force. Il n'a plus d'autre choix que de retourner à la surface. De retour à l'air libre, il indique à ses collègues où se trouve le puits menant à la rivière souterraine et par où passer ensuite. Une nouvelle équipe descend pour poursuivre les recherches. Plus qu'une centaine de mètres pour la grotte principale. Arnaud Sicile fait partie de cette nouvelle équipe. Ça a été l'euphorie parce qu'on savait que ça y est, c'était clair. Là, on avait un nouvel accès par lequel on allait immédiatement poser les pieds dans la rivière. Chaque minute compte. Il n'y a aucun signe de vie des disparus depuis presque 200 heures et rien ne prouve qu'ils ont survécu à l'inondation. L'équipe d'Arnaud creuse droit devant elle. Soudain, elle aperçoit un coude juste au-dessus d'elle. Dimanche matin, il devait être entre 8 et 9 heures, je pense. Tout le monde était couché dans les duvets. Et puis, distinctement, j'ai entendu une voix, quelqu'un qui parlait à quelqu'un d'autre. Alors là, j'ai senti l'estomac se nouer, la gorge se serrer. Les 7 spéléologues sont bloqués sous terre depuis 9 jours. Ils sont tellement affaiblis et désorientés qu'ils sont incapables de dire si les sons qu'ils entendent sont bien réels. Et là, à ce moment-là, tout le monde, en chœur, a crié, a hurlé tous ses poumons. Oh! Et c'est les quelques secondes qui suivent où là, on se dit, on espère, on a les frissons, on croise, on se stresse. Et puis à un moment, on entend « Oh !» La réponse qu'on attendait depuis 10 jours, ça y est. La sensation qu'on a eue en voyant les sauveteurs finalement arriver, installer le point chaud, ça a été inimaginable. Après 9 jours passés à 100 mètres sous terre, Nicolas et ses amis savent maintenant qu'ils vont pouvoir ressortir vivants. Pour fêter ça, ils offrent aux secouristes un bout de gâteau rassis, seul rescapé de leur stock de vivres. C'était la prise de contact avec un autre être humain.
savoir qu'on n'était pas oublié, qu'on n'était pas abandonné et que finalement, on allait certainement s'en sortir. Bien qu'ils aient retrouvé les 7 hommes en vie, Arnaud décide de ne pas utiliser le message codé pour prévenir le reste de l'équipe. Il préfère annoncer la nouvelle à Bernard en personne. Alors, ça a été fait dans un seul but. C'est vraiment le but de maintenir vraiment la plus confidentielle possible l'information. Parce qu'on savait qu'en surface, il y avait bon nombre de gens qui étaient à l'écoute de nos systèmes Nicolas. Et je dirais même une interprétation de nos données codées aurait éventuellement pu poser des problèmes. Le 10e jour, au milieu de la nuit, les spéléologues émergent du gouffre de Vitarelle. Nicolas Violent est le premier à être hissé à la surface à l'aide d'un treuil. Je ne pourrais jamais assez remercier toutes les personnes qui ont participé un tant soit peu au secours. À jamais gravé dans nos mémoires, à jamais gravé dans nos yeux. On se remémore toujours les premières images, quand on voit le sauveteur nous regarder épaté, ébahi, nous voir en vie, et nous de le voir arriver finalement au bout de 10 jours d'angoisse. Que faire pour les remercier? Il faudrait plus qu'une vie pour ça. Pour moi, ça a été une joie immense de les retrouver, quoi. Bon, malheureusement, j'ai eu un côté frustration de ne pas les avoir trouvés sous terre, mais les retrouver quelques temps plus tard à la sortie, c'était fantastique. Alors, évidemment, le summum de cette opération, c'est le fait qu'on ait retrouvé les 7 rescapés vivants. C'est-à-dire, c'est quand même une opération qui a duré 11 jours. On n'a jamais eu d'expérience, une autre opération d'une telle durée en France. Après ce sauvetage, Nicolas devient lui-même secouriste, ainsi que plusieurs de ses compagnons. Une expérience comme celle qu'on a vécue, tous les 7, c'est sûr que ça marque à vie. Moi, à cette époque, j'avais 19 ans, je connaissais pas grand-chose à la vie. Ça m'a appris énormément, ça m'a appris personnellement à vivre plus intensément, à faire attention à ses choix, à faire attention à ses amis, à respecter la vie tout simplement, de resserrer les liens avec tout le monde, puisque ça peut arriver à tout le monde, bien sûr, ça peut arriver à n'importe qui. La spéléologie est la dernière activité au monde qui nous permette de découvrir des territoires complètement vierges de toute exploration. C'est quand même fabuleux. Aujourd'hui, tous les sommets du monde ont été gravis ou par une voie ou par une autre. Nous, sous terre, aujourd'hui, encore en 2007, on découvre des réseaux qui peuvent faire 30, 40, 50 km. Le gouffre de Vitarelle est maintenant officiellement fermé et la zone militaire est interdite aux spéléologues. Personne ne visitera plus ces grottes avant longtemps, à moins qu'on ne découvre un autre chemin pour y accéder. Aujourd'hui encore, nombreux sont les spéléologues qui continuent de chercher une nouvelle entrée, une fissure, un puits qui les mènera à l'abîme. Si demain on trouve une entrée à ce réseau, je veux être le premier à y retourner.